Voilà, nous allons donc commencer par le TP numéro 1 qui porte sur l'étude des pigments photosynthétiques des végétaux. Donc, comme je le disais, j'espère que vous avez pu prendre connaissance du contenu des polycopiés qu'on a mis en ligne il y a quelque temps. Alors, l'objectif de ce TP est de comparer les équipements pigmentaires foliaires de deux échantillons végétaux. On verra tout à l'heure quels sont ces deux échantillons qui ont été retenus. Et pour réaliser cette comparaison, nous allons utiliser deux types d'analyses. Une analyse quantitative qui va consister essentiellement à réaliser des spectres d'absorption des extraits pigmentaires et à déterminer les teneurs en pigments. Et une deuxième analyse qui est une analyse qualitative dont le but sera de comparer la nature des pigments après séparation par chromatographie de partage sur papier. Donc voilà les deux principaux objectifs de ce TP sur les pigments. Alors, le matériel d'étude que l'on a retenu, bon, c'est une plante que vous connaissez probablement, que vous avez en grande quantité dans les jardins de la faculté. C'est une plante qu'on appelle l'hibiscus. Alors, le TP porte sur l'étude des équipements pigmentaires des feuilles d'hibiscus et nous avons choisi deux types de feuilles. Une feuille saine, donc vous la voyez, elle est verte, et puis une feuille chlorosée qui est plutôt jaunâtre, qui est dépigmentée. Alors, bien évidemment, pour réaliser l'étude quantitative des pigments foliaires, il faut procéder dans un premier temps à une extraction des pigments. Je rappelle, ça nous l'avons vu en cours, que les pigments sont insérés dans les thylakoïdes qui sont eux-mêmes dans les chloroplastes, et donc pour pouvoir les étudier, les analyser, il va falloir procéder à leur extraction. Alors le mode opératoire pour l'extraction est assez simple. Dans un premier temps, on pèse bien évidemment une quantité de matériel végétal définie. Dans le cas présent, c'est 250 mg ou 0,25 g. Ces feuilles fraîches sont découpées en petits morceaux et on les place ensuite dans un mortier. Et on rajoute sur ces feuilles qui sont finement coupées du sable fin qui va jouer un rôle mécanique. On dit que c'est un abrasif, donc il va tout simplement aider à broyer le matériel foliaire. Et on va rajouter une pincée de carbonate de calcium. Alors, on vous a indiqué dans une note au niveau du polycopier l'utilité de l'addition de carbonate de calcium. Vous savez que dans une cellule végétale, l'organique le plus volumineux, c'est la vacuole, et la particularité du suc vacuolaire, c'est-à-dire du contenu de la vacuole, c'est qu'il est acide. Donc, lorsqu'on va broyer ce matériel végétal, on va mettre en contact les thylakoïdes, qui sont donc le chloroplaste, puisque l'opération de broyage va entraîner la déstructuration des tissus et l'éclatement des cellules et des organites. Et on va donc mettre en contact les thylakoïdes qui sont initialement dans le chloroplaste. Et je rappelle que le chloroplaste, le milieu intérieur du chloroplaste a un pH, on va dire, qui est voisin de la neutralité et même supérieur, légèrement alcalin. Et donc, on va mettre ces thylakoïdes qui sont dans un environnement relativement neutre à alcalin. Quand on va broyer, on va les mettre en contact avec un milieu qui sera essentiellement acide, puisque quand vous allez broyer, vous allez faire éclater aussi les vacuoles et libérer le suc vacuolaire qui est acide. Et dans ces conditions, ce qui va se passer, c'est que les pigments, et en particulier les chlorophylles qui se trouvent dans les thylakoïdes, en milieu acide, ces chlorophylles vont se transformer en phéophytine. Elles échangent leur atome de magnésium avec des protons. Et bien évidemment, ce qui était des chlorophylles va devenir de la phéophytine. Alors l'objectif de ce TP, c'est bien évidemment d'analyser les chlorophylles, pas les phéophytines, ce qui veut dire qu'il faut, au préalable, s'assurer qu'au moment de l'extraction, on ne mette pas les thylakoïdes en présence d'un milieu acide. Donc c'est la raison pour laquelle on rajoute une pincée de carbonate de calcium pour neutraliser l'acidité vacuolaire qui va être libérée lorsqu'on va broyer le matériel végétal. Donc voilà la raison de l'addition de ce carbonate de calcium avant, c'est très important, avant de commencer à broyer le matériel végétal. Alors une fois que ce matériel végétal est broyé, la deuxième étape, donc on fait un broyage à sec. Vous voyez que vous avez une photo ici qui illustre un petit peu le broyage à sec. Donc on va obtenir un broyat relativement fin. Une fois que ce broyat est obtenu, on va rajouter dessus un solvant d'extraction. Ici, c'est de l'acétone.
Alors, on rajoute une quantité d'acétone pur et une quantité d'acétone diluée à 80%. Dès qu'on va rajouter de l'acétone sur le broyat, bien évidemment, ce solvant organique va déstructurer les membranes thylakoïdiennes et libérer donc les pigments qui sont liés à ces membranes. Et on obtient effectivement, au départ, le solvant est incolore. Et vous voyez que dès qu'on va le rajouter dans le mortier, les pigments vont se solubiliser dans ce solvant. Et on observe effectivement un solvant qui devient de couleur verte. Donc, on va laisser décanter un petit peu pour faire décanter les débris cellulaires. Et puis, après cette phase de décantation, on va tout simplement filtrer l'extrait en utilisant une fiole à vide avec un entonnoir, un Böchner, sur lequel on met un morceau de papier filtre que l'on va imbiber avec du solvant. Et on verse, bien évidemment, le contenu du mortier dans l'entonnoir et on procède à une filtration. On dit qu'on fait une filtration sous vide puisque cette fiole à vide est reliée à une pompe à vide. Donc, quand on fait fonctionner la pompe, on crée un vide qui va permettre donc de filtrer l'extrait que nous avons réalisé. Alors, bien évidemment, il nous reste dans le mortier un résidu en général et ce résidu, on le reprend à nouveau avec une certaine quantité d'acétone, ici 10 ml d'acétone à 80%. On continue à broyer pour essayer de récupérer le maximum de pigments. Et ensuite, on fait à nouveau une filtration, toujours sur le même filtrant. On fait une deuxième filtration pour récupérer l'ensemble des filtrants. Alors, une fois qu'on a effectivement l'ensemble des filtrats dans la fiole à vide, on va transvaser ces extraits pigmentaires dans des fioles jaugées. Alors ici, ce sont des fioles jaugées de 25 ml qui sont utilisées et on ajuste au trait de jauge avec de l'acétone pour connaître exactement le volume final de l'extrait. Alors ça, c'est une donnée importante, vous le verrez tout à l'heure, puisque on va tout à l'heure avoir besoin d'exprimer les teneurs en pigments en milligrammes de pigments par gramme de matériel frais. Et pour pouvoir faire cette conversion tout à l'heure, nous aurons besoin de connaître le poids d'échantillon qui a été utilisé. Je l'ai précisé tout à l'heure, c'était 0,25 grammes. Et on a besoin de connaître aussi le volume final de l'extrait, qui est ici de 25 millilitres. Alors, une fois que l'extrait est prêt et qu'il est dans la fiole, on entoure la fiole de papier aluminium pour la protéger de la lumière et éviter que les pigments puissent se dégrader. Et bien évidemment, on procède à l'homogénéisation de l'extrait pour avoir un extrait homogène. Donc voilà quel est le mode opératoire pour l'extraction des pigments. Alors, une fois que ces pigments sont extraits, on vous demande de réaliser dans cette analyse quantitative deux volets différents. Le premier concerne l'élaboration d'un spectre d'absorption des extraits pigmentaires. Alors, je rappelle que le spectre d'absorption, c'est la représentation graphique de l'absorbance d'une solution. Ici, c'est l'extrait pigmentaire en fonction de la longueur d'onde. Et pour cela, on va utiliser, bien évidemment, un appareil qui est un spectrophotomètre. Je pense que vous avez déjà utilisé ce type d'appareillage dans d'autres modules éventuellement. Alors, pour réaliser ce spectre d'absorption, on va utiliser bien évidemment des cuves en verre. Alors, pourquoi des cuves en verre? Parce qu'ici, nous travaillons avec un extrait qui est dans un solvant organique. Et quand on travaille avec des solvants organiques, on a besoin d'utiliser des cuves en verre et non pas des cuves en plastique. Vous voyez qu'on va tout simplement remplir les cuves avec les extraits. Alors ici, vous avez une photo avec l'extrait issu des feuilles vertes, mais en fait, il y a une deuxième cuve qu'on va remplir avec l'extrait issu des feuilles jaunes. Et puis, on va utiliser une troisième cuve dans laquelle on va mettre de l'acétone à 80% et qui va servir de blanc optique pour réaliser le zéro d'absorbance. À chaque fois qu'on va changer de longueur d'onde, on va devoir réaliser le zéro d'absorbance sur ce blanc optique avant d'effectuer les mesures d'absorption des deux extraits. Donc voilà comment on procède pour réaliser les spectres d'absorption. Alors, on vous donne ensuite, dans le diaporama qu'on vous a mis en ligne, on vous donne les résultats de cette expérience. Vous avez l'extrait 1 et 2, donc l'absorbance des extraits 1 et 2 aux différentes longueurs d'onde qui ont été utilisées, partant de 400 nanomètres jusqu'à 720 nanomètres. Et vous avez vu qu'on a fait des mesures tous les 20 nanomètres
400, 420, 440, etc., jusqu'à 720. Donc ça, c'était le premier élément de cette phase ou cette analyse quantitative. Le deuxième volet de cette analyse quantitative, c'est de déterminer exactement les teneurs en pigments, et en particulier en chlorophylle A, en chlorophylle B et en caroténoïdes. Donc on vous demande effectivement de mesurer l'absorbance des deux extraits, donc le 1 et le 2, le vert et le jaune, aux trois longueurs d'onde spécifiques qui sont 460 nanomètres, 645 et 663 nanomètres, en utilisant bien évidemment le même blanc optique. Et lorsqu'on mesure, alors après on vous donne les valeurs des absorbances qui ont été mesurées, aussi bien pour l'extrait 1 que pour l'extrait 2. Vous avez effectivement les valeurs ici d'absorption à 460 et à 645, puis à 663. Alors je rappelle, ça nous l'avons vu en cours, que ces longueurs d'onde correspondent au maximum d'absorption des pigments que nous étudions ici, c'est-à-dire les chlorophylles et les caroténoïdes. Je rappelle que les chlorophylles présentent deux bandes d'absorption maximale, l'une dans le bleu, c'est-à-dire aux alentours de 450-460 nanomètres, et puis une dans le rouge aux environs de 650-660 nanomètres. Donc voilà la raison pour laquelle on utilise ces longueurs d'onde spécifiques, parce qu'elles correspondent au maximum d'absorption des pigments que nous sommes en train d'étudier. Donc voilà le tableau complet. Donc dans le diaporama que vous avez ce tableau complet, où vous avez à la fois les valeurs d'absorbance qui ont été mesurées tous les 20 nanomètres, partant de 400 nanomètres, et qui vont vous permettre de tracer des spectres d'absorption. Et vous avez bien évidemment les valeurs spécifiques 460, 645 et 663, qui vont vous permettre de calculer les concentrations en pigments. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé en termes d'exploitation des données expérimentales de cette partie analyse quantitative? Donc, on vous demande de tracer les spectres d'absorption des deux extraits pigmentaires. Donc, ça, c'est assez simple. Il suffit de prendre les valeurs du tableau et de représenter graphiquement l'évolution de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On vous demande de calculer les concentrations en chlorophylle A, en chlorophylle B et en caroténoïdes des deux extraits pigmentaires. Et pour réaliser ce calcul, vous allez utiliser le système d'équations d'Arnon et McKinney. Alors, ce système d'équations, vous le voyez ici, il utilise les trois longueurs d'onde spécifiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 460, 645 et 663 nanomètres. Donc, il suffit de résoudre ce système d'équations pour obtenir les concentrations en chlorophylle A, en chlorophylle B et en caroténoïdes exprimées en microgrammes par millilitre d'extrait. Alors, bien évidemment, il va falloir faire cette opération pour les deux extraits, à la fois pour l'extrait 1 et pour l'extrait 2. Et donc, vous allez pouvoir déterminer pour chacun des deux extraits les concentrations de ces trois pigments exprimés en microgrammes par millilitre. Alors maintenant, le résultat final, on vous demande de l'exprimer en teneur, c'est donc d'exprimer les teneurs des différents pigments dans le matériel foliaire. Et ici, le mode d'expression, ce sera des milligrammes de pigments par gramme de matériel frais. Alors, pour réaliser cette conversion, pour passer des microgrammes par millilitre aux milligrammes par gramme de matériel frais, vous allez devoir utiliser les deux données dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le poids de matériel frais qui a été utilisé au départ, c'est-à-dire les 0,25 grammes de feuilles qu'on a utilisées pour réaliser l'extrait, et bien évidemment le volume final de l'extrait que l'on a obtenu, qui est de 25 millilitres. Donc avec ces deux données, vous allez pouvoir convertir les résultats exprimés en microgrammes par millilitre, vous allez pouvoir les convertir en milligrammes par gramme. Et bien évidemment, une fois que vous aurez fait tous ces calculs, on vous demande de comparer les résultats des deux échantillons végétaux et d'essayer d'interpréter ces résultats. Voilà pour ce qui concerne ce volet analyse quantitative. Alors, le deuxième volet de ce TP concerne l'analyse qualitative. Donc ici, il s'agit de séparer les pigments des deux échantillons par chromatographie de partage sur papier. Alors, je rappelle que la chromatographie de partage sur papier permet de séparer et d'identifier des espèces chimiques d'un mélange. Bon, ici, ce sont des pigments, bien évidemment. Et c'est une méthode qui est basée sur la différence d'affinité pour deux phases, une phase stationnaire et une phase mobile. Alors, le principe de l'expérience est assez simple. On va déposer l'échantillon sur un point repère du papier et on va introduire ce papier dans un bocal qui contient un mélange de solvants. Ce solvant va migrer
Donc, on va réaliser ici une chromatographie ascendante, va migrer dans le papier, et en migrant, il va entraîner avec lui les pigments plus ou moins loin en fonction de leur degré de solubilité dans le solvant et de leur degré d'affinité vis-à-vis de la phase stationnaire. Et à la fin de cette séparation par chromatographie de partage, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle le RF, c'est-à-dire tout simplement le rapport entre la distance qu'aura parcourue une substance donnée et la distance parcourue par le solvant. Alors, sur le plan pratique maintenant, le mode opératoire est assez simple. Vous allez utiliser 2 bandes de papier différentes, une pour chaque extrait, enfin plutôt une pour chaque échantillon. Sur cette bande de papier qui fait à peu près 2 cm de large et 20 cm de long, on trace dans un premier temps, à la base ici, à 2 cm de l'extrémité inférieure, on trace au crayon un trait qui va correspondre à notre ligne de dépôt. Sur cette ligne de dépôt, on va effectivement déposer des pigments en écrasant un morceau d'échantillon végétal directement sur la ligne que nous avons tracée, à l'aide d'une tige en verre. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, avec les 2 échantillons, on vérifie que dans le bocal, il y a suffisamment de solvant. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de solvant parce que lorsqu'on va introduire le papier chromatogramme, il ne faut pas que les pigments puissent être immergés dans le solvant parce que sinon ils vont se solubiliser dans ce solvant. Donc la hauteur du solvant doit être ajustée de manière à ce que lorsqu'on va introduire le papier chromatogramme, les pigments ne soient pas en contact avec le solvant de chromatographie. Alors, le solvant qui est utilisé ici est un mélange d'éther de pétrole, d'acétone et de toluène avec des proportions variables. Donc, on vous a indiqué quelles sont les proportions qu'on a utilisées. Alors, une fois que la bande de papier est prête, donc on va l'accrocher au couvercle et la placer dans le flacon. Et on place donc le flacon dans un placard à l'obscurité pour laisser migrer pendant environ une vingtaine de minutes. Alors, en TP, dans le même flacon, on va introduire les 2 bandes de papier, ou on peut le faire dans 2 flacons différents, ça c'est un détail. Alors, après 20 minutes de migration, une fois que donc la migration est bien établie, avant de sortir les papiers chromatogrammes du bocal, on va essayer de repérer le front du solvant. Hein, c'est ce que j'ai indiqué ici en rouge. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le repérer pendant que le papier est à l'intérieur du flacon? Parce que dès que vous allez sortir le papier du flacon, il va immédiatement sécher, puisque le solvant est volatile et il sèche très rapidement. Et une fois qu'il a séché, on sera incapable d'identifier exactement la ligne de front du solvant. Donc, ce que l'on fait en général, avant d'ouvrir le flacon, une fois que la migration est bien établie, on prend ce flacon, on le met devant une source lumineuse, et devant cette source lumineuse, on arrive à identifier assez facilement la limite qui correspond au front du solvant. Cette limite, c'est tout simplement la limite entre le papier mouillé, c'est-à-dire la base ici, elle est mouillée puisque le solvant a migré, et cette partie-là qui est une partie sèche. Donc on voit très nettement, si on met le flacon devant une source lumineuse, on voit très nettement cette limite qui correspond au front du solvant. Donc une fois qu'on l'a repéré, on sort rapidement, bien évidemment, le papier du bocal, et avec un crayon, on va tracer le front du solvant. Et puis ensuite, bien évidemment, vous allez voir que sur votre chromatogramme, vous allez avoir les différents pigments qui ont été séparés le long du papier chromatogramme. Donc, il faudra les repérer les différentes tâches et les entourer au crayon. Voilà un exemple. Donc, vous avez ici un exemple de chromatogramme. Alors, je pense qu'il s'agit effectivement du chromatogramme de l'extrait des feuilles saines. Donc, on voit effectivement, ça c'est la ligne de dépôt. Et puis, vous avez ensuite les différentes tâches qui correspondent aux différents pigments qui ont été séparés. Alors, si on fait un schéma maintenant des 2 chromatogrammes qui ont été obtenus dans le cas des feuilles saines et dans le cas des feuilles chlorosées, voilà en gros le résultat qui a été obtenu. On voit que sur le chromatogramme des feuilles saines, on a, on va dire, 2 catégories de pigments. Si on se base sur la couleur, on a des pigments qui sont jaune-orangé et des pigments qui sont plutôt verts, alors que dans le cas des feuilles chlorosées, on observe uniquement une catégorie de pigments ici qui sont de couleur jaune-orange. Alors, bien évidemment, sur la base, ici, on ne fait qu'une identification visuelle, c'est-à-dire qu'on va voir
combien est-ce qu'il y a de tâches? En général, ce nombre de tâches correspond au nombre de pigments qui ont été séparés et on peut déjà avoir une idée si ces pigments sont identiques ou différents. Partant de la couleur, on verra tout à l'heure qu'il y a des méthodes plus précises, bien sûr, pour identifier les pigments, mais ici, il s'agit d'une simple expérience démonstrative, donc on ne va pas utiliser de standard pour l'identification de ces pigments. Alors, une fois que donc on a repéré les différentes tâches sur les chromatogrammes, je le disais tout à l'heure, on va les entourer avec un crayon et on va pouvoir mesurer la distance parcourue par chacune de ces tâches à partir de la ligne de dépôt. Et de la même manière, on va pouvoir calculer ou mesurer plutôt la distance parcourue par le solvant entre la ligne de dépôt et la ligne du front. Et une fois qu'on aura fait toutes ces mesures, on va donc pouvoir dresser un tableau. Donc, on vous a donné ici les résultats qui correspondent à la fois aux feuilles vertes, les résultats des feuilles vertes et des feuilles chlorosées. Donc, vous avez ici, sur la première ligne, la distance parcourue par le solvant dans les deux cas. Dans un cas, c'était 15 cm,2 et dans l'autre cas, c'était 17,8. Et puis, vous avez ensuite l'indication de la distance parcourue par chacune des substances que nous avons repérées sur le chromatogramme. Alors, à partir de ces chromatogrammes, ce qu'on vous demande de faire, excusez-moi, oui, je vais passer à la diapo suivante. Donc, on vous demande à partir de ces chromatogrammes d'identifier les différents pigments et de calculer, bien sûr, les RF de chacun de ces pigments. Alors, j'ai inséré ici une note, vous aurez l'occasion de la lire, qui indique que dans la réalité, l'identification par chromatographie de la nature d'une substance donnée, pour pouvoir l'identifier, on a besoin de substances de référence, ce qu'on appelle des standards. En TP, bien évidemment, nous n'utilisons pas de standards, mais il est possible de réaliser une identification en se basant notamment sur la connaissance des structures chimiques des différents pigments. Bon, nous les avons vus en cours notamment, sur la couleur de ces pigments, sur leurs différences d'affinité pour les deux phases stationnaires et mobiles, etc. Et donc, à partir de là, on fait une tentative d'identification de ces pigments. Donc, on vous demande donc d'identifier ces pigments et de calculer les ERF, et bien sûr de comparer les résultats obtenus avec ceux de l'analyse quantitative et d'interpréter l'ensemble des résultats. Voilà en gros l'essentiel de ce que vous avez à faire pour ce premier TP. Alors, je rappelle que l'exploitation des résultats, des données expérimentales, on vous demande de la réaliser par vous-même. Vous aurez suffisamment de temps pour le faire, hein, puisque les premières séances de TP en présentiel sont programmées à partir du 3 mai. Donc, il vous reste à peu près 2 semaines, voire un peu plus, pour réaliser l'exploitation de ces données. Alors, j'ai rappelé ici que les données que vous devez exploiter figurent en particulier dans les diapositives 9 et 14. Donc, ce sont les données de l'analyse quantitative et de l'analyse qualitative. Donc, voilà pour ce qui concerne ce premier TP sur l'étude des pigments végétaux. Alors, le deuxième TP qu'on vous propose porte sur les relations plante-eau, donc sur les échanges d'eau qui se font entre un végétal et son milieu environnant. Alors, je pense que vous avez déjà eu un ou deux cours sur la nutrition hydrique, et vous savez que globalement, une plante va échanger de l'eau à travers, on va dire, deux processus essentiels, à travers les phénomènes d'absorption au niveau racinaire, donc il y a des échanges entre la plante et le sol, et à travers le phénomène de transpiration, puisque lorsqu'une plante transpire, elle va échanger de l'eau, donc elle va perdre de l'eau à travers notamment les feuilles. Et là, donc là, il y a un échange entre la plante et l'atmosphère environnante. Donc on va essayer dans ce TP d'illustrer un petit peu ces deux processus d'absorption et de transpiration en réalisant deux expériences, l'une sur la pomme de terre et l'autre sur la menthe. Alors, l'objectif global de ce TP, c'est donc d'étudier les échanges d'eau entre la plante et son environnement, avec donc l'illustration du phénomène de l'absorption de l'eau par la plante. Ici, nous utiliserons comme modèle la pomme de terre. Et ensuite, on essaiera de mettre en évidence et d'estimer la perte d'eau par transpiration foliaire en utilisant comme modèle la menthe.
Alors, prenons déjà la première expérience. Dans la première expérience qui est réalisée sur la pomme de terre, on vous demande de déterminer le potentiel hydrique de la pomme de terre. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire un cours ici sur les potentiels. Je vais essayer rapidement de résumer cette notion. Le potentiel hydrique d'une cellule végétale, bon, ici, on va parler de frites parce qu'on va découper cette pomme de terre en frites, correspond, c'est ce que j'ai appelé PF, hein, le potentiel hydrique de la frite. Ben, ce potentiel hydrique de la frite, c'est à la fois une résultante entre le potentiel osmotique, on va dire, de la frite et le potentiel de turgescence de la frite. Et bien évidemment, pour déterminer le potentiel hydrique de la frite, on va avoir besoin de mesurer ces deux composantes, c'est-à-dire le potentiel osmotique et le potentiel de turgescence. Or, dans la réalité, en TP, on ne dispose pas de matériel qui permet de mesurer directement le potentiel osmotique et le potentiel de turgescence. Et par conséquent, si on n'a pas ces deux valeurs, on ne va pas pouvoir déterminer le potentiel de la frite. Sauf que ici, on va utiliser une méthode indirecte pour déterminer le potentiel de la frite sans passer par la mesure directe du potentiel osmotique et du potentiel de turgescence. Alors, je vais vous expliquer rapidement le principe de la technique. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre une pomme de terre, la découper en morceaux, en frites, et on va incuber ces frites dans des solutions de saccharose de concentration différente. Ça veut dire que nos solutions qui vont simuler le milieu, ce n'est pas du sol, mais c'est un milieu extérieur, nos solutions vont avoir des concentrations différentes, donc des potentiels hydriques différents. Et on va donc voir ce qui va se passer lorsqu'on va mettre des frites qui ont toutes le même potentiel, parce qu'elles sont issues de la même pomme de terre, qui ont toutes le même potentiel, on va les mettre dans des milieux qui ont des potentiels différents. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions? Il va y avoir des échanges d'eau entre la frite et le milieu extérieur. Ces échanges vont se faire dans les deux sens. Hein. Dans certains cas, on aura de l'eau qui va sortir de la frite vers le milieu extérieur, et dans d'autres cas, on aura au contraire de l'eau qui va rentrer du milieu extérieur vers la frite, donc en fonction des potentiels respectifs de la frite et du milieu. Et ces échanges d'eau, alors on ne va pas les mesurer, on ne va pas mesurer réellement l'échange d'eau, on va pouvoir l'estimer à travers la mesure du poids de la frite. Donc on va mesurer le poids de ces frites au début de l'expérience, donc avant de les plonger dans ces solutions de saccharose, et puis à la fin de l'expérience, après les avoir incubées dans ces solutions de saccharose. Et grâce au différentiel de poids que l'on va pouvoir observer, on va pouvoir savoir si la frite a perdu du poids, ça veut donc dire qu'il y a de l'eau qui est sortie de la frite vers le milieu extérieur. Et si au contraire la frite a augmenté de poids, ça voudra dire que l'eau est entrée et donc que le mouvement de l'eau s'est fait de l'extérieur vers la frite. Donc à travers ces mesures de variation de poids, on va pouvoir déterminer, on va dire, le sens de l'échange d'eau qui s'est effectué. Alors, le mode opératoire est assez simple. On commence d'abord par préparer une gamme de saccharose à partir d'une solution mère. Ici, la solution mère est à 1 millimolaire, 1 molaire plutôt. Et à partir de cette solution molaire, on prépare des solutions de concentration différentes. Alors, on aura une solution allant de 0 jusqu'à 0,6 molaire, passant par 0,1, 0,2, etc. Donc, on va préparer 10 000 litres de chacune de ces solutions. Alors, bien évidemment, ce sont des dilutions que vous allez réaliser à partir de la solution mère. Et partant de là, il va falloir tracer ce qu'on appelle un tableau de dilution. Vous avez un exemple ici. Donc, vous voyez qu'on a 7 tubes. Voilà les concentrations que nous souhaitons préparer à partir de cette solution molaire. Donc, il va falloir dans chacun des cas calculer un facteur de dilution et déterminer les volumes de solution mère et les volumes d'eau distillée qu'il faut introduire dans chaque tube pour avoir donc les concentrations voulues. Alors, une fois que ces solutions sont préparées, bien évidemment, on va les homogénéiser au vertex, en agitant au vortex. Donc ça, c'est la première étape, c'est la préparation de la gamme de saccharose. La deuxième étape consistera à préparer les frites, donc à préparer les essais. Donc on va découper dans un tubercule de pommes de terre. On va découper 7 frites parallèlement au grand axe. Bon, on va faire en sorte qu'elles soient le plus possible, qu'elles se ressemblent le plus possible. Donc, on va leur donner à peu près la même taille, entre 5 et 7 cm. Une fois qu'on a découpé ces frites, on va les sécher légèrement avec du papier absorbant pour éliminer l'eau superficielle. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre ces frites dans des petits morceaux de papier aluminium qui sont numérotés pour pouvoir les identifier. Et ensuite, on va
tout simplement peser chacune des frites. Donc, on va avoir le poids initial de chacune de ces frites. On va les peser à l'aide d'une balance. Alors, je vous ai mis une petite note ici qui est importante parce que ça permet de comprendre comment on utilise une balance, quelles sont les spécificités d'une balance par rapport à une autre. Il faut savoir que quand vous utilisez une balance, avant de l'utiliser, il faut connaître son seuil de pesée, c'est-à-dire quel est le maximum que l'on peut peser sur cette balance et quel est le minimum, c'est ce qu'on appelle le seuil de pesée. Vous devez aussi voir quel est le degré de précision de cette balance, et puis vous assurez en particulier, quand vous utilisez bien sûr une balance de laboratoire, que votre balance est parfaitement horizontale pour que votre pesée soit correcte. Donc une fois qu'on a pesé ces frites, on va tout simplement les introduire dans les différentes solutions de saccharose. Donc vous voyez qu'on les introduit dans les différentes solutions de saccharose, et on va homogénéiser donc les tubes et laisser les échanges s'effectuer pendant 60 minutes. Donc, on va laisser l'opération se dérouler pendant 60 minutes. Alors, pendant ces 60 minutes, bien évidemment, vous voyez que les échanges vont se faire dans un sens ou dans l'autre. Donc, on va avoir soit de l'eau qui rentre, soit de l'eau qui sort des frites. À la fin de ces 60 minutes, on va sortir les frites des tubes à essai, en faisant bien sûr attention de ne pas les mélanger, puisqu'il faut qu'on puisse les identifier par rapport au numéro qu'on leur a donné au départ. On va à nouveau les sécher rapidement avec du papier absorbant, et on va les remettre dans les morceaux de papier aluminium qu'on a utilisés au départ, qui sont numérotés. Et ensuite, on va à nouveau les peser pour avoir le poids final de ces frites. Et donc, au terme de cette opération, on aura un tableau qui comporte, alors dans la première ligne, vous avez juste le numéro des frites, et la deuxième ligne, les concentrations de saccharose qui ont été utilisées pour chacune des frites. Et dans ce tableau, vous aurez donc à la fois les poids initiaux qui ont été pesés, donc de ces 7 frites, et les poids finaux. D'accord. Alors, à partir de donc, ce tableau de données expérimentales, on va pouvoir réaliser l'exploitation des données expérimentales. Vous voyez que, partant de ces données, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la variation de poids absolu, c'est-à-dire tout simplement la différence entre le poids final et le poids initial. Donc, il va falloir remplir cette ligne-là en calculant la variation de poids absolu, donc c'est la différence de ces deux valeurs, poids final et poids initial. Ensuite, on vous demande de calculer la variation relative de poids. Comme son nom l'indique, ici, c'est une variation de poids absolu, mais relative à quelque chose, en relation avec quelque chose. Et ici, c'est en relation avec le poids initial. Donc, en fait, c'est tout simplement le rapport de la variation absolue de poids et du poids initial. Donc, cette valeur-là, vous allez la diviser par le poids initial pour avoir la variation de poids relative. Et ensuite, pour simplifier le mode d'expression de cette variation de poids relative, on l'exprime en pourcentage. Et donc, pour l'exprimer en pourcentage, il suffit tout simplement de la multiplier par 100. Vous aurez donc, ici, dans la dernière ligne, la variation de poids relative. Alors, je rappelle que on calcule ici une variation de poids relative parce qu'on ne peut pas réaliser une comparaison entre les différentes frites sur la base de la variation absolue, parce que les frites, au départ, n'ont pas le même poids. Le poids étant différent, on ne peut pas réaliser une comparaison, faire une comparaison des variations absolues. Donc, c'est la raison pour laquelle on calcule ici une variation relative de poids. Alors, une fois que vous avez calculé ces variations relatives, il va falloir représenter graphiquement les variations relatives qui sont exprimées en pourcentage en fonction de la concentration en saccharose. Et vous allez voir que quand vous allez tracer cette courbe, qui représente la variation relative en fonction de la concentration en saccharose, vous allez voir que votre courbe va traverser l'axe des abscisses. Alors, petite parenthèse, je rappelle que lorsque vous allez vouloir tracer votre graphique qui représente la variation de poids en fonction de la concentration en saccharose, vous allez devoir tracer un axe désordonné à double entrée, c'est-à-dire avec une entrée positive et une entrée négative. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un axe à double entrée? Parce que vous le voyez, les variations relatives que l'on va obtenir ici ne portent pas toutes le même signe. Dans certains cas, vous aurez des variations négatives et dans d'autres cas, vous aurez des variations positives. Si on prend un exemple très simple, regardez, si on prend ici le cas de la frite numéro 1, vous voyez que son poids initial il est de 2,9 environ et le poids final est de 3,3. Donc ici, la variation de poids est positive. La frite a augmenté de poids. Et si on prend l'exemple de la frite numéro 7, vous voyez que le poids final est inférieur au poids initial, donc la variation relative va être négative. Donc, ça veut dire que
pour représenter l'ensemble de ces valeurs sur le graphique, il faudra bien sûr avoir un axe désordonné à double entrée avec des entrées positives et des entrées négatives. Et quand vous allez tracer votre courbe va bien évidemment traverser à un moment donné l'axe des abscisses. Alors, ce point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses est un point important puisqu'il correspond à une variation de poids nulle. Et c'est à ce niveau-là, pour cette variation de poids nul, si on a une variation de poids nul, ça veut dire qu'on est en situation d'équilibre, le potentiel de la frite et le potentiel du milieu sont à l'équilibre, et donc on va pouvoir déterminer indirectement le potentiel de la frite par la connaissance du potentiel du milieu dans cette situation. D'accord ? Donc voilà, et donc à partir de cette représentation graphique, vous allez effectivement pouvoir déduire le potentiel hydrique de la frite. Voilà pour ce qui concerne ce premier volet de ce deuxième TP. Alors le deuxième volet concerne la mesure de la transpiration de plans de menthe. Donc ici, il s'agit de réaliser une mesure quantitative de l'eau transpirée par des plantes de menthe dans deux situations différentes. On va comparer cette transpiration de plants de menthe placés à la lumière ou à l'obscurité. Alors, le principe de la méthode est assez simple. On va utiliser un dispositif qu'on appelle un potomètre. En fait, c'est un montage que nous faisons en salle de TP. En fait, nous n'allons pas mesurer directement la quantité d'eau qui s'évapore par transpiration. On va là encore faire une mesure indirecte de la transpiration et on va partir de l'hypothèse que notre plant de menthe, qui est parfaitement hydraté au départ, va compenser la quantité d'eau qu'il va perdre par transpiration en l'absorbant. Et donc, on va mesurer tout simplement la quantité d'eau qui va être absorbée par une plante et on va l'assimiler à la quantité transpirée. Alors, pour mesurer la quantité d'eau absorbée par la plante, on va donc utiliser un dispositif qu'on appelle un potomètre. Alors, le dispositif est assez simple. C'est un flacon à sérum qu'on remplit d'eau, qui est fermé par un bouchon à 2 trous. Et à travers ces 2 trous, l'un, on va introduire le plant de menthe à travers l'un des 2 trous. Et à travers le deuxième, on introduit une pipette graduée qui contient de l'eau. On va voir que c'est de l'eau colorée et qui va servir à mesurer la quantité d'eau que va absorber la plante au fur et à mesure qu'elle transpire. Alors, de manière détaillée, le mode opératoire est assez simple. Donc, on remplit effectivement un flacon à ras-bord avec de l'eau distillée. Ensuite, on prend un plant de menthe. En général, on élimine les feuilles qui sont à la base, qui sont en général soit des feuilles âgées, soit des feuilles qui sont un petit peu, comment dirais-je, un petit peu détériorées. Donc, on élimine les feuilles à la base. Bon, sans éliminer, bien sûr, la totalité des feuilles. On laisse le maximum de feuilles. On élimine quelques feuilles à la base qui sont en général soit âgées, soit un peu détériorées. Une fois qu'on a éliminé ces feuilles, on fait une section, on va exciser effectivement la tige sous l'eau. Donc, on fait une section nette. En général, on fait une section oblique de manière à augmenter la surface de contact, puisqu'on va planter, on va plutôt introduire ce plant dans le flacon, et il faut que l'absorption puisse se faire correctement. Donc, on va faire une section oblique de manière à avoir une surface d'absorption relativement plus grande. Une fois qu'on a excisé ce plant de menthe, on va l'insérer dans un des deux trous du bouchon, et on va maintenir la plantule à l'aide d'un fil plastique qu'on appelle du parafilm. Donc, ça permet disons, de solidifier la tige et de maintenir le plant dans le bouchon. Alors, on fait en sorte, bien sûr, que la partie qu'on a excisée trempe dans la solution, puisqu'on va mesurer l'absorption ici de l'eau que l'on va assimiler à la transpiration. Et en général, bon, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, on utilise un petit peu de pâte à modeler pour boucher éventuellement tout autour du plant. S'il y a des petites fuites d'eau, on essaye de colmater avec de la pâte à modeler de manière à ce que ce soit parfaitement étanche. Alors, une fois qu'on a donc fait ça, on va introduire à travers le deuxième trou du bouchon, on va introduire une pipette graduée qui contient de l'eau. Alors ici, on va mettre de l'eau colorée au rouge neutre, tout simplement pour visualiser facilement le déplacement du liquide à l'intérieur de la pipette. Et là encore, on va maintenir cette pipette au niveau du bouchon avec du film plastique, du parafilm, et si nécessaire, on va rajouter un peu de pâte à modeler pour assurer l'étanchéité du système.
Alors, une fois que notre système est parfaitement étanche, on va, à l'aide d'une seringue et d'un cathéter, on va ajuster, si nécessaire, le niveau du liquide coloré, ici, dans la pipette, de manière à l'ajuster à une graduation initiale. Bon, si on utilise une pipette d'1 millilitre, par exemple, le 0 est ici, on va l'ajuster au 0, ça sera notre graduation de départ au temps T0 du début de l'expérience, on va dire. Alors, une fois que votre dispositif donc, a été réalisé de cette manière-là, alors je rappelle qu'on va en préparer deux, puisque l'un va être incubé à la lumière et l'autre à l'obscurité. Une fois que notre dispositif est prêt, ben, ça sera le temps T0 du début de l'expérience. Donc, on va laisser le plan dans les conditions expérimentales, c'est-à-dire soit à la lumière, soit à l'obscurité. Donc, pendant ce temps-là, ben, la plante va bien évidemment transpirer. Et l'eau qu'elle va perdre par transpiration, on part de l'hypothèse, comme le plan est parfaitement hydraté, que cette eau qui est perdue par transpiration, ben, la plante va l'absorber. Et donc, on va pouvoir mesurer en fonction du temps l'absorption de l'eau par la plante par la baisse du niveau du liquide à l'intérieur du flacon, puisque nous fonctionnons ici en vase clos avec un volume d'eau constant. Alors voilà, donc on va laisser la transpiration se dérouler pendant au total 45 minutes, mais en suivant la baisse du niveau de l'eau dans la pipette en fonction du temps, en notant le niveau de la baisse toutes les 15 minutes. Donc vous aurez une mesure au bout de 15 minutes, une au bout de 30 minutes et une au bout de 45 minutes. Alors une fois qu'on a réalisé ces mesures, on va être donc en mesure de dresser un tableau. Vous voyez que dans ce tableau, ben, j'ai les 3 temps de mesure, 15, 30 et 45 minutes. Et j'ai les résultats des 2 plantes, celle qui a été placée à la lumière et celle qui a été placée à l'obscurité. Les valeurs qui sont inscrites dans ce tableau représentent donc les valeurs mesurées de l'abaissement du liquide dans la pipette. Ils sont exprimés ici en millilitres. Donc ici, vous avez par exemple 0,33 millilitres donc, de baisse du niveau de liquide dans la pipette, par plante bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de l'ensemble de la plante ici. Donc, les résultats sont exprimés en millilitres par plante et vous avez les 3 valeurs qui correspondent aux différentes mesures réalisées à 15, 30 et 45 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire à partir de ces volumes mesurés? Alors, bien évidemment, il s'agit à terme de comparer la transpiration dans le cas d'une plante qui a été placée à la lumière et dans le cas d'une plante qui a été placée à l'obscurité. Et pour réaliser cette comparaison, bien évidemment, on ne peut pas le faire sur la base des résultats qui sont exprimés en millilitres par plante. Bon, la raison est très simple, c'est que les 2 plans de menthe que l'on va utiliser pour les 2 essais ne sont pas parfaitement identiques. Ce n'est pas des copies conformes. Et ils ne disposent pas de la même surface foliaire, puisque la transpiration s'effectue essentiellement par l'intermédiaire des feuilles. Donc, la quantité de feuilles et la surface foliaire totale des 2 plants qu'on a utilisés n'est pas forcément la même. Donc, pour pouvoir comparer l'intensité de la transpiration dans ces 2 conditions, il faut qu'on puisse raisonner par rapport à la même surface foliaire, c'est-à-dire comparer les quantités d'eau qui se sont évaporées par rapport à la même surface foliaire. Et donc, pour déterminer la surface foliaire du plant de menthe, nous utilisons une méthode, là encore indirecte, qui est une estimation, en essayant d'établir une relation poids-surface. Alors, bien évidemment, cette relation poids-surface, on va essayer de l'établir, on va l'établir plutôt dans le cas des 2 situations, c'est-à-dire avec les 2 plans, le plan utilisé à la lumière et le plan utilisé à l'obscurité. Alors, comment est-ce qu'on détermine cette relation poids-surface? Bon, c'est une méthode assez simple. Bon, vous avez ici une feuille de menthe. Bon, bien évidemment, c'est très difficile de déterminer la surface d'une feuille de menthe parce que la feuille de menthe n'a pas une forme particulière, une forme géométrique particulière. Sauf que nous, on sait qu'on est capable de déterminer la surface d'une forme géométrique. Par exemple, ben, si je veux déterminer la surface d'un carré, ben, il suffit que je multiplie le côté par le côté. C'est-à-dire que la surface d'un carré, c'est tout simplement le côté au carré. Bon, de la même manière, lorsque je veux déterminer la surface d'un rectangle, ben, il suffit que je multiplie la largeur par la longueur et j'ai la surface du rectangle. Pour un cercle, c'est pareil. Si je veux déterminer la surface d'un cercle, c'est pi r2, pi que multiplie le rayon au carré. Donc, vous voyez que pour les formes géométriques, on sait calculer les surfaces. Ici, nous avons une feuille de menthe qui n'a pas une forme géométrique.
Donc, il est assez compliqué, difficile de déterminer sa surface. On n'a pas de formule particulière pour déterminer sa surface. Donc, on va procéder de manière indirecte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille de menthe et on va découper dans cette feuille de menthe une forme géométrique. Alors, bien sûr, la forme géométrique la plus simple, c'est un carré, et le carré le plus simple, c'est un carré de 1 cm de côté. Donc, on va découper dans cette feuille de menthe un carré d'1 cm de côté. Alors, bien sûr, ce carré va avoir une surface d'1 cm carré, puisqu'on a 1 cm de côté. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, vous avez un morceau de feuille de menthe qui fait 1 cm carré. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet échantillon de 1 cm carré? On va le peser. On va le peser à l'aide d'une balance. Donc, on aura le poids de ce centimètre carré. Et une fois qu'on l'aura pesé, on aura donc établi une relation entre la surface, qui est ici 1 cm carré, et le poids qui correspond à cette surface, c'est-à-dire, si je prends cet exemple, 0,0151 g. Donc, on aura établi la relation surface-poids. Alors, cette relation surface-poids, il va falloir la refaire, bien évidemment, dans les deux cas. C'est-à-dire dans le cas du plan qui a été placé à la lumière et dans le cas du plan qui a été placé à l'obscurité. Une fois que nous avons cette relation poids-surface, ensuite, la suite est assez simple. On enlève les feuilles de chacun des plans, toutes les feuilles qui se trouvent sur le plan. Alors ça, c'est le plan qui était numéro 1, qui était à la lumière. Donc, on va prendre la totalité des feuilles qui se trouvaient sur ce plan et on va peser le poids total de ces feuilles. Vous avez ici l'indication du poids. On va faire pareil pour le plan numéro 2, celui qui était à l'obscurité. Donc, on va récupérer la totalité des feuilles qui se trouvent sur le plan et mesurer, enfin peser plutôt à l'aide d'une balance, le poids total de ces feuilles. Connaissant le poids total à chaque fois de chacune des feuilles et connaissant le poids d'1 cm carré, donc de l'échantillon que l'on a réalisé tout à l'heure, on va donc pouvoir déterminer la surface foliaire totale. Donc, vous avez ici le tableau qui regroupe ces deux types d'informations, c'est-à-dire pour les plans lumière et pour le plan obscurité. Vous avez à la fois le poids de l'échantillon foliaire qui fait 1 cm carré, vous avez l'indication ici, et vous avez ensuite le poids total de l'ensemble des feuilles du plan. Vous avez également l'indication ici. Donc à l'aide de ces deux données, vous allez pouvoir déterminer, bien sûr, par une simple règle de 3, la surface foliaire totale. Et une fois que vous avez déterminé la surface foliaire totale, vous allez pouvoir, bien sûr, calculer l'intensité de transpiration de chaque plan en fonction du temps. Et maintenant, bien évidemment, cette intensité de transpiration, vous allez pouvoir l'exprimer en millilitres, non pas par plan, mais par centimètre carré de surface foliaire. Une fois que vous avez fait donc ces calculs d'intensité de transpiration, il faudra représenter graphiquement les résultats que vous avez obtenus et bien sûr comparer l'intensité de la transpiration dans les deux situations, à la lumière et l'obscurité. Voilà. Donc, alors là encore, en termes d'exploitation des données, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser les données, en particulier des diapositives 8 et 13, d'exploiter ces données, c'est-à-dire de faire les calculs qui sont nécessaires, de faire les représentations graphiques et d'essayer d'interpréter les résultats que vous avez obtenus. Vous aurez jusqu'au 3 mai pour réaliser ces exploitations, puisque à partir du 3 mai, vont démarrer les séances en présentiel, et c'est au cours de ces séances en présentiel que on abordera ensemble le mode d'exploitation des résultats, et nous aurons l'occasion donc de discuter des interprétations correspondant aux résultats que vous avez obtenus.